Il y a 5 d'entre elles et une tentative de maquiller d'autres crimes. C'est tout à fait de quoi il s'agit dans cette affaire. 34 fausses déclarations qui ont été faites pour maquiller d'autres crimes. Il s'agit de crimes de félonie dans l'État de New York, peu importe qui vous êtes. Et nous ne pouvons et ne normaliseront pas des crimes aussi graves. L'accusé a fait de fausses déclarations à de multiples reprises dans des documents officiels professionnels. Il a également encouragé d'autres personnes à en faire de même. Il a fait appel à Michael Cohen pour des services juridiques en 2017. C'est ce qu'il a affirmé. Ce n'était pas vrai. Il s'agit d'une fausse déclaration qui a été renouvelée mois après mois en 2017, en avril, en mai, en juin, et ainsi de suite, sur le reste de l'année. Pendant 9 mois d'affilée, l'accusé avait entre ses mains des documents qui contenait ces mensonges, qu'il payait Michael Cohen pour des services juridiques qu'il aurait faits en 2017. Des chèques personnellement signés pour Michael Cohen au cours de chacun de ces 9 mois. Le grand jury a trouvé qu'il y avait 34 documents contenant des déclarations falsifiées. Alors pourquoi M. Trump a-t-il fait ces déclarations falsifiées? Eh bien, les preuves montrent qu'il s'agit d'une façon de maquiller des crimes liés à l'élection de 2016. Monsieur Trump, Monsieur Cohen et d'autres se sont mis d'accord en 2015 sur une stratégie. Il s'agit d'une stratégie qui consiste à acheter et supprimer les informations négatives pour améliorer les chances de Monsieur Trump de remporter l'élection. Dans le cadre de cette stratégie, 3 paiements ont été effectués à des personnes qui affirmaient détenir des informations compromettantes au sujet de Monsieur Trump. Pour faire ces paiements, ils ont mis en place des entités et ont fait encore davantage de fausses déclarations qui concernent encore d'autres entreprises. L'une des personnes qui a été payée pour garder le silence, c'est une femme qui s'appelle Stormy Daniels. Moins de 2 semaines avant l'élection présidentielle, Michael Cohen a transféré 130 000 $ à l'avocat de Stormy Daniels. Il s'agissait donc d'une volonté de cacher cette information au public. Cette stratégie, ce stratagème était illégal. Il va à l'encontre de la loi de l'État de New York. Il s'agit d'un crime et de l'utilisation de moyens illégaux. Un virement de cette ampleur va au-dessus de la limite et ces falsifications vont à l'encontre des lois de l'État de New York. C'est la raison pour laquelle M. Trump a fait de fausses déclarations sur ses paiements pour M. Cohen. Il ne peut pas simplement déclarer qu'il s'agissait d'un remboursement pour les paiements qu'avait fait M. Cohen à Stormy Daniels. Une vraie déclaration à ce sujet, dire la vérité, aurait consisté à admettre avoir commis un crime. Donc M. Trump a déclaré qu'il payait M. Cohen pour des services juridiques fictifs en 2017 pour maquiller de véritables crimes qui avaient été commis les années précédentes. Afin de rendre son argent à M. Cohen, ils avaient prévu une dernière fausse déclaration pour que le paiement soit possible pour M. Cohen. Il y a également un problème avec les déclarations fiscales à l'État de New York. Et de cela, il s'agit de conduite de trahison pour l'État de New York. Nous avons trouvé des fausses déclarations partout et ces problèmes de fraude à ce niveau-là sont problématiques partout, mais ils le sont encore plus à Manhattan, qui est le centre financier du pays. Dans mon cabinet, j'ai de nombreux procureurs
ingénieurs très talentueux qui examinent très souvent de nombreux documents à ce titre. Et c'est assez commun lorsque nous travaillons sur les cols blancs. Et cela peut se présenter sous plusieurs formes. À Manhattan, nous condamnons ceux qui violent les lois bancaires, ceux qui dissimulent des informations, ceux qui essayent de dissimuler des crimes sexuels, et nous avons également des moyens de condamner ceux qui commettent des fraudes fiscales. C'est pourquoi ce cas est aujourd'hui très similaire à ceux des cols blancs que nous avons très souvent. Le mécanisme est le même, essayer de se protéger et d'échapper à la loi devant laquelle nous sommes tous responsables. Nous avons vu ceci se reproduire à de nombreuses reprises, mais notre rôle est de nous assurer que chacun fasse face à ses responsabilités et que nous soyons tous égaux devant la loi. Peu importe l'argent et le pouvoir qui sont le vôtre, il s'agit là de défendre l'intégrité américaine. Je vais appeler votre nom un par un pour que vous puissiez poser les questions. Merci de faire en sorte qu'elles soient courtes. Y a-t-il un aspect politique dans tout cela? Nous sommes aussi précis que possible. Nous menons les enquêtes avec minutie. Cela fait 24 ans que je fais ce métier et je suis habitué aux affaires complexes, longues. Nous avons donc mené une instruction qui a été extrêmement précise et rigoureuse, et ce sera le cas pour la suite de cette affaire. Vous avez évoqué de nombreuses entreprises et l'idée de maquiller un autre crime. Et ici, on est peut-être donc dans l'idée qu'il y a une tentative de maquiller ce crime. Eh bien, en ce qui concerne l'accusation, j'ai parlé de quelques lois dans ma déclaration et je vais en parler. D'abord, il y a les lois électorales de l'État de New York qui font le fait de conspirer par des moyens illégaux un crime par de nombreux moyens illégaux. Il y a donc de fausses déclarations à l'autorité fiscale. Il y a également les lois concernant les limites de contribution qui peuvent être faites, comme je le disais. Je ne vais pas rentrer dans les détails des accusations qui ont été faites, mais bien sûr, les preuves ont été le fondement de ces accusations. Vous avez évoqué auparavant des questions qui devaient trouver des réponses. Eh bien, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, mais cela fait plusieurs mois que nous travaillons sur ce cas au sein de mon cabinet. Et nous avons eu le temps de travailler sur l'instruction, l'occasion de rencontrer d'autres témoins. Comme je l'ai dit, cela fait 24 ans que je fais ce métier. Et je ne m'attaque pas à des affaires s'il n'y a pas eu une investigation et une instruction rigoureuse. Maintenant que nous l'avons fait, nous pouvons réellement rentrer dans cette affaire. Pensez-vous que vous avez de nouvelles preuves qui permettent de consolider ces accusations? Qu'en est-il maintenant? Eh bien, comme je l'ai dit, nous avons de nouvelles preuves qui n'étaient pas en possession de mon cabinet avant que je n'arrive ici. En ce qui concerne votre question précédente, quant à l'aspect fédéral,
Nous avons des intérêts profondément indépendants dans l'État de New York. Nous sommes la capitale mondiale des affaires et donc régulièrement nous travaillons sur des déclarations, des documents concernant les affaires. Et donc pour que ce monde des affaires soit intègre, il faut que tous les documents, toutes les archives concernant les affaires soient gardées. C'est le fondement du fonctionnement de la justice de l'État de New York. En ce qui concerne l'aspect fiscal que vous avez évoqué, est-ce que vous avez des éléments pour caractériser ce dont vous avez parlé? Eh bien, je ne rentrerai pas dans les détails. Je pense que le vocabulaire que nous avons choisi d'utiliser parle de lui-même. Avez-vous des preuves qui permettent de bien formuler les accusations? Eh bien, les accusations sont celles de la falsification de déclarations professionnelles, de documents professionnels. Nous avons également parlé de maquillage, de tentatives de maquiller ces crimes, ce qui va à l'encontre des lois électorales. Et vous avez ici des éléments comme des emails, des textos de nombreux témoins. Et tout cela sera amené devant le public au tribunal du district de Manhattan. En ce qui concerne les paiements à Stormy Daniels qui ont été mentionnés, est-ce que cela fait une différence dans l'affaire? Eh bien, vous avez raison de poser cette question. Il ne s'agit pas seulement d'un seul paiement. Il s'agit de 34 documents, 34 déclarations falsifiées qui permettaient de maquiller un comportement criminel. Et la question précédente qui concernait le droit électoral de l'État de New York, nous avons parlé donc de conspiration par des moyens illégaux. Cela inclut des mensonges dans les déclarations, d'autres falsifications, de fausses déclarations, y compris aux autorités fiscales. Il ne s'agit pas seulement de ce paiement de 130 000 $, mais bien de tout ce qui l'entoure. Je vous remercie. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc la conférence de presse prévue du procureur de New York. Alors, on va parler du fond. Beaucoup de choses ont été dites, mais d'abord, avec vous, Laurence Haïm, vous qui connaissez bien le système judiciaire américain, qui est cet homme qui vient de s'exprimer? Pour les démocrates, ça va être le héros de la journée. Pour les Trumpistes, le diable du moment. Alors, c'est un homme qui a 49 ans, qui est né à Harlem. Il a été menacé dans sa jeunesse par les armes à feu. Il a décidé de se sortir de la violence. Il a été à Harvard, il a fait des études de droit et il a décidé d'être procureur pour faire le bien. Et c'est quelqu'un qui est vraiment habité par « je veux changer les choses, je veux montrer que les riches, comme il le dit, les cols blancs ne sont pas au-dessus de la loi ». Il a une vision un peu idéaliste, et souvent d'ailleurs idéaliste, de la justice. C'est pas la première fois qu'il s'attaque à Donald Trump. Il s'est attaqué à Steve Bannon, qui était le conseiller de Donald Trump. Il a réussi à le faire condamner. Il s'est attaqué aussi au trésorier de l'organisation Trump, qui a permis aussi d'avoir des informations. Et puis surtout avant, parce que vous savez, pour être procureur aux États-Unis, il faut être élu. Il faut convaincre. C'est pas du tout comme en France. Ça, c'est très important. C'est très important. On vote. Alors lui, il est démocrate. Ah, et il le cache pas. Et c'est comme ça que le système judiciaire américain fonctionne. Vous avez des procureurs et on doit voter pour les procureurs. Et donc, il s'est présenté pour être procureur de New York après le célèbre Cyrus Vance, qui avait, je vous le rappelle, c'est un nom qui vous dit quelque chose, c'était l'affaire DSK. Eh bien, c'est lui qui a remplacé Cyrus Vance, mais il a été élu et il a décidé de s'attaquer au système Trump. Pas simplement à Donald Trump. C'est ce qu'il faut comprendre. Il est absolument persuadé que quelque chose de pas bien s'est passé. Moi, je voudrais simplement dire rapidement aussi quelque chose sur Alvin Bragg, parce qu'il y a une dimension raciale qu'il va falloir incorporer dans cette histoire. C'est le premier procureur noir, mais c'est aussi quelqu'un qui, au moment d'une affaire judiciaire qui avait beaucoup ébranlé New York et dont on avait parlé, s'était mobilisé pour un homme qui avait été
tabassé par des policiers à New York, Eric Garner. Et les images avaient fait le tour du monde. Eric Garner était mort sur les trottoirs de Manhattan. Eh bien, Alvin Bragg avait, au nom de la justice, décidé d'attaquer les policiers accusés de la brutalité. Donc, on va revenir sur le fond. Ce qu'a dit ce procureur de Manhattan. On apprend donc que Donald Trump est visé par 34 chefs d'accusation, 34 fausses déclarations pour dissimuler un comportement criminel. Il dénonce une conduite délictuelle grave ce soir, donc le procureur. Et on comprend, Gallagher, que cette histoire de Stormy Daniels, qui est cette prostituée qu'il aurait payé $130 000 pour se taire, ce n'est qu'une petite partie finalement de l'affaire. Oui, alors attention, parce qu'il faut séparer la morale du droit. C'est pas du tout illégal d'abord d'avoir entretenir une liaison avec une actrice, même si elle appartient à l'industrie du porno. C'est pas illégal de la payer $130 000 pour qu'elle se taise. En revanche, c'est illégal, et c'est ça que le procureur explique, de procéder, si vous voulez, à un montage qui relève, dans les mots du procureur, du maquillage de comptes. D'abord vos propres comptes et ensuite comptes de campagne, parce que ça raconte quelque chose aussi du rapport de Donald Trump à l'argent, cette affaire. C'est-à-dire qu'il demande à un avocat, en l'occurrence Michael Cohen, de procéder à des paiements, et ensuite il insiste pour se faire rembourser par le fonds de sa campagne. Et ensuite, les registres de la campagne, ces comptes, d'après le procureur, ont été maquillés. Et là, effectivement, c'est là qu'on est dans le droit. Maintenant, là où ça se complique davantage, et la défense de Donald Trump, qui est extrêmement musclée, il a fait rentrer un avocat supplémentaire dans son équipe hier, et attention à ne pas sous-estimer vraiment l'armada, j'insiste là-dessus, d'avocats ultra compétents et pugnaces qu'il a à ses côtés, c'est qu'il se joue en fait deux niveaux de juridiction. Le niveau local, celui qui est représenté par ce procureur, et qui a bien insisté sur ce qui relevait de sa juridiction, et des crimes possiblement commis au niveau fédéral, sur lequel il n'a aucune juridiction. Et donc, ils vont probablement essayer de jouer là-dessus. Mais attention, encore une fois, dans cette affaire, ça peut choquer, ça peut surprendre, à séparer ce qui relève de la morale de ce qui relève... J'ai dit une petite erreur, c'est pas une prostituée, mais une ancienne star du X, bien sûr, pardonnez-moi. En fait, il y a 4 accusations qui ont été mises en avant par l'État, comme l'explique bien Gallagher et Laurence, par New York. Premièrement, il y a une atteinte aux lois électorales. Puisqu'il a essayé de trafiquer les élections en cachant des informations. Ensuite, il y a fraude fiscale, puisqu'une partie de l'argent qui a été versé n'a pas été déclarée. Ensuite, effectivement, il y a eu tentative de maquiller ses comptes. Et ça aussi, c'est visiblement, ça je pense que Laurence nous le dira mieux que quiconque, une faute assez grave aux États-Unis. Ouais. Et enfin, des fausses déclarations, donc des 34 mensonges sous serment pour essayer de camoufler ses crimes. C'est ça les 4 points d'inculpation qui sont importants. Qu'avez-vous retenu, vous, Renaud Pila, s'il vous plaît? On va faire tourner la parole rapidement. C'est très important ce qu'a dit ce procureur. Laurence Haïm a raison de le raconter, d'expliquer. Un procureur de l'État de New York, ça n'est pas un procureur de la République en France. C'est un homme qui est élu. Il a un parcours au suffrage universel. Il est de gauche, dirait-on, en France. C'est un démocrate. Le parti qui n'est pas celui de Donald Trump. Et d'ailleurs, il dit dans ce qu'il a dit, même s'il est très respectueux du droit, il y a une dimension très politique. Quand il parle des cols blancs, nous avons l'habitude de ce genre de crime à New York, les cols blancs, on les connaît bien. Exactement. Elle est passionnante, cette intervention. Effectivement, il est élu au suffrage universel, donc c'est à la fois de la justice et de la politique. Et il assume. Et vous avez raison, c'est extrêmement politique son message. Toute la carrière de ce procureur, c'est de dire les puissants, ça suffit. Les mensonges, les passe-droits. Moi, je défends les New-Yorkais ordinaires. Et c'est ça son progressisme. C'est de dire, pendant trop d'années, à New York et dans l'État de New York, il y a eu 2 droits. Il y avait les riches, les puissants qui pouvaient truquer, qui pouvaient maquiller leurs comptes. Et là, vous le voyez, plusieurs fois, il dit, dans l'État de New York, ça ne se fait pas. Dans l'État de New York, les fausses déclarations, ce n'est pas possible. Dans l'État de New York, avec une volonté de montrer que lui, il est à la défense du petit New-Yorkais,
pour qui, par exemple, les petites peines, il a essayé de d'élaguer tout ça pour s'attaquer vraiment à la grande délinquance financière. Et donc, c'est deux Amériques qui s'affrontent. Parce que Trump, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, je pense on a le porte-parole des Républicains en France qui est toujours avec nous. Merci d'être là. Petite réaction à ce que vient de dire le procureur. Effectivement, il le dit. D'ailleurs, la loi est la même pour tous. On sait que Donald Trump, dans cette affaire, joue la carte de la victimisation, parle d'une chasse aux sorcières. Est-ce que vous le croyez, vous, ce procureur, quand il dit non, la loi est la même pour tous et c'est valable pour Donald Trump? C'est un principe auquel on a tous envie d'adhérer, le fait que tout le monde soit égal devant la loi et puisse avoir un procès juste et impartial et qu'on soit innocent jusqu'à preuve du contraire. Pour ainsi dire, il y a certaines élites démocrates qui disaient que c'est à eux de prouver son innocence. Non, c'est pas le cas. Ça, c'est purement anti-américain de vouloir ne pas reconnaître l'innocence d'un prévenu. Je voudrais juste revenir sur la personne d'Alvin Bragg. Vous avez insisté, c'est une figure clé dans ce procès et il a vraiment ce rôle. Vous avez insisté sur son parcours. J'insisterai sur le fait que non seulement c'est un idéologue, mais c'est vraiment un activiste. Et quand vous dites Rodopila qui défend les bonnes gens, il ferait mieux de se concentrer sur le problème de la criminalité qui est en forte hausse dans son district de Manhattan, pour la simple et bonne raison qu'il y a une politique très laxiste vis-à-vis des criminels. Il a requalifié de nombreux crimes en délit et il ne prosécute pas pour des courtes peines. Donc il y a vraiment ce côté je m'insurge contre les puissants, mais d'un autre côté, les gens dont vous parliez, les bonnes gens, sont effectivement impactés par une hausse de l'insécurité, de la criminalité grimpante, rampant, comme on dirait aux États-Unis. Donc je pense que là, effectivement, on a une bonne démonstration de quelqu'un qui prend pour cible délibérément et qui fait un peu le bras armé du politique pour s'en prendre à la figure de Trump et de tout ce qu'il représente. Nicolas, je voudrais simplement vous interrompre 2 secondes par rapport à ce que vous dites, parce que lorsque vous dites ça, moi je retiens quand même que Alvin Bragg, dans sa conférence de presse, dit que les fraudes fiscales sont une trahison pour l'État de New York, et tout son combat depuis des années, comme Renaud d'ailleurs le disait très justement ici, c'est quand même de s'attaquer au col blanc, c'est quand même de s'attaquer à tous ces gens qui se croient au-dessus des lois et qui manipulent avec des avocats puissants le système fiscal dans des économies où justement la classe moyenne est en train de disparaître, surtout à New York, avec des gens qui profitent de tout un système. Et c'est ça qu'Alvin Bragg essaye aussi de dire dans cette conférence de presse. Oui, ce qui est vraiment intéressant aussi pour Alvin Bragg, c'est qu'au début, quand les enquêtes ont commencé sur Trump, les gens qui le connaissaient à l'époque, il y a 6 mois, disaient il n'y croyait pas, il avait peur de s'attaquer à ce dossier, il avait peur de ne pas être à la hauteur, donc on voit ce qu'il a pu faire aujourd'hui. Et aussi, chose très intéressante, c'est que dans les semaines qui ont précédé ce qui s'est passé aujourd'hui, il s'est senti obligé d'envoyer des mails à son personnel pour leur dire n'ayez pas peur, vous serez protégés, ne vous laissez pas intimider dans cette affaire. Donc on sent vraiment à quel point c'est tendu à New York. J'ai écouté des commentateurs américains aujourd'hui qui disaient que la sécurité personnelle d'Alvin Bragg est aujourd'hui quelque chose qui se réfléchit, parce qu'il y a des partisans de Trump qui peuvent décider vraiment d'aller très très loin dans la défense de Trump. Et puis, ce qui est vraiment intéressant pour moi, c'est de réfléchir à la défense et des arguments qui sont en train d'être étudiés par la défense de Trump. C'est que un des arguments, donc comme Gallagher l'a expliqué, c'est pas interdit de payer de l'argent à quelqu'un aux États-Unis pour que cette personne se taise pour X ou Y raison. Mais par contre, quand il y a fraude fiscale et quand c'est dans un contexte électoral, c'est autre chose. Là, ça devient un délit. Et là, un des arguments que la défense de Trump serait en train de préparer, c'est que lui, il a payé Stormy Daniels surtout pour pas que Melania et son fils ne soient ennuyés. Moi, je pense. Alors là, franchement, je pense pas forcément. Je pense qu'il a payé Stormy Daniels parce qu'il pensait, il voulait vraiment qu'elle se taise et qu'elle raconte pas sa nuit avec lui dans des magazines. Et ces détails anatomiques les détails anatomiques qui ont été révélé. Guillaume Roquette, voilà, on est loin des États-Unis, on est loin de la France là. Oui, mais on est loin de la France avec cette justice qui a une dimension un peu. C'est curieux pour nous d'entendre un procureur de l'État de New York qui a une dimension politique. Oui, et cette dimension politique, elle va être mise en avant par Trump, parce que. Il faut toujours garder à l'esprit que dès qu'on parle de Trump et du Trumpisme, on est dans un monde. Peut-être pas un monde parallèle, mais en tout cas, on n'est pas dans le monde qu'on a l'habitude de décrypter, nous. Nous, on voit un combat judiciaire. Trump, il ne voit pas du tout ça comme ça.
D'ailleurs, il a déjà commencé à le dire. Il dit que Alvin Bragg, le procureur, c'est le représentant de l'État profond. C'est celui qui s'attaque au peuple. Et la réalité judiciaire ne l'intéresse pas. Parce que il est toujours dans cette espèce de combat de dire je suis contre l'establishment. Et c'est intéressant parce que Renaud et Laurence insistaient sur le parcours de ce procureur en disant à juste titre qu'il est d'origine modeste, qu'il dit qu'il défend les petits. Mais Trump retourne totalement l'argument et lui dit c'est le système qui s'attaque à moi une fois de plus. Et ce qui est intéressant, peut-être qu'on en reparlera plus tard, c'est que ça lui réussit plus tôt. C'est-à-dire que une fois de plus, même si ça nous paraît inimaginable avec la puissance de cet homme qui monte dans un avion qui est grand comme ce studio, il apparaît comme étant plutôt du côté du peuple face au système. Nous sommes avec Reed Brody, les amis, ancien substitut du procureur de l'État de New York. Voilà, ancien substitut du procureur de l'État de New York. Il est avocat américain. Aujourd'hui, il est spécialiste de la défense des droits de l'homme et on l'a surnommé le chasseur de dictateurs. J'imagine, Reed Brody, que vous avez écouté cette conférence de presse d'Alvin Bragg, le procureur de New York, qui s'était entretenu avec l'ancien président des États-Unis quelques minutes, quelques heures plus tôt. Vous l'avez écouté avec grand intérêt. Qu'est-ce que vous en retirez? Qu'est-ce qui vous semble intéressant, singulier dans ce qu'il a dit? Justement, je pense que il est clair que des fraudes ont été commises, que c'était des actes criminels. Il ne m'a pas convaincu. Enfin, ce sont des actes qui ont eu lieu il y a quand même 6 ans, avant même que Trump soit président. Les faits de base sont connus au moins depuis le témoignage de Michael Cohen devant le Congrès en 2019. Il n'a pas convaincu, et un procureur fédéral a refusé de poursuivre. Son prédécesseur a refusé de poursuivre. Je ne doute pas qu'il y a des crimes qui ont été commis. C'est assez clair. Je regrette un peu que dans toutes les affaires qu'affronte Donald Trump, que ceci soit le premier cas à donner lieu à une inculpation. Il y a quand même, comme vous savez, il y a d'autres accusations qui sont beaucoup plus graves, qui sont beaucoup plus emblématiques de... Pardon, je vous interromps. Vous, oui, l'ancien substitut du procureur de l'État de New York, vous êtes en train de nous dire que les éléments qui ont été donnés par l'actuel procureur de New York vous semblent un peu légers, c'est ça? Ça vous semble insuffisant pour motiver tout ce barnum? Non, c'est suffisant pour motiver une accusation. Je suis d'accord. Mais... Bon, et je suis aussi d'accord que personne n'est au-dessus de la loi et que Trump, il est injusticiable comme tout le monde. Mais comme vous dites, aux États-Unis, tout est politique et tout est interprété si c'est bien pour Trump ou si c'est mauvais pour Trump. Si c'est bien pour et pour moi, je suis démocrate, enfin, je suis pas républicain. Pour moi, Trump est une menace pour la démocratie américaine. Et je pense qu'il profite. Il profite de... Le débat que vous êtes en train d'avoir, qu'on est en train d'avoir aux États-Unis, montre qu'il n'y a pas une... Quand on inculpe un président, il faut qu'il y ait une... pas une unanimité, mais il faut que les faits parlent pour eux-mêmes. Il faut que tout le monde soit de « ah oui, il fallait le faire ». Et je pense que pour moi, il y a quand même l'enquête sur l'insurrection contre le Capitole et son incitation. Il y a l'enquête. Parce que Donald Bragg, quand même, il a évoqué à plusieurs reprises l'intégrité des élections. Trump, il a fait ça pour défrauder le public, pour gagner l'élection. Bon, d'abord, ce n'est pas un crime de mentir pour gagner une élection. Évidemment, c'est un crime de falsifier des documents commerciaux, de commettre des fraudes dans le but de violer la loi sur les financements électoraux. Mais
couvrir une affaire pour gagner une élection n'est pas un délit, n'est pas un crime. Et Donald Trump, il a essayé de renverser les résultats des élections. Il a essayé de musculer les autorités de l'État de Géorgie pour changer les résultats. Reed Brody, justement, moi je voulais qu'on se projette aux prochaines élections. Donald Trump qui souhaite se présenter donc à la présidentielle. On apprend ce soir, donc a priori le procès devrait avoir lieu en janvier 2024, donc d'ici quelques mois. Est-ce que légalement il peut toujours se présenter? C'est pas un problème comme ça d'être inculpé? Aux États-Unis? Non, il y a absolument rien dans la Constitution qui interdit aux candidats ayant un casier judiciaire à se présenter ou même à gagner. Enfin, la Constitution fixe, il faut être américain de naissance, il faut avoir 35 ans, il faut vivre dans le pays, résider aux États-Unis depuis 14 ans. On ne peut pas rajouter. On ne peut pas rajouter la Cour suprême a déjà dit. Pas besoin d'avoir un casier judiciaire. Paradoxalement, comme résident de la Floride, s'il est condamné pour un crime, il ne pourra pas voter. Parce que dans beaucoup d'États, comme la Floride, on ne peut pas voter lorsqu'on est un convicted felon, un criminel. Avant de purger sa peine. Après la peine, on peut. Mais rien ne l'empêchera. Moi, je pense que tout ça l'aide dans la course à l'investiture républicaine, mais pas dans les élections. C'est intéressant. Merci beaucoup, Reed Brody. Merci. Intéressant quand même que cet ancien substitut du procureur de l'État, il dit qu'il n'y a rien d'évident. Bien sûr, il semble dire que personne n'est au-dessus des lois, mais il dit que ça sera difficile de trouver une unanimité sociétale autour de ce C'est ce qu'on avait dit le premier soir. Je me rappelle, on en parlait avec Laurence quand on a appris l'inculpation. Ce qui est étonnant, c'est qu'effectivement, alors que Donald Trump est quand même poursuivi pour deux autres choses beaucoup plus importantes, qui est son rôle dans l'assaut sur le Capitole, qui là pour le coup est une atteinte forte à la démocratie et qui pourrait choquer, et le fait d'avoir voulu truquer le résultat des élections en Géorgie et donc de changer le résultat des élections américaines, qui sont quand même des accusations vraiment d'une toute autre ampleur. Là, on est sur une espèce de truc à la Al Capone où finalement le patron de la mafia de Chicago est condamné pour fraude fiscale. Donc, vu les enjeux derrière, je pense que ce que voulait dire l'ancien substitut procureur, c'est qu'il y a un problème d'intelligence de situation. Certainement que la loi doit pouvoir l'autoriser. D'abord, je ne suis pas un spécialiste, mais bon, de toute évidence, il va dire qu'il y a des... il a piqué dans la caisse. Hein. Il a piqué dans la caisse. Mais que politiquement, c'est pas super intelligent. C'est un délit. On va aller